Connectez-vous, on se laisse en même temps, c'est très important. Mes parents, chers amis, chers parents, chers frères, chers connaissances, c'est très important. Mettez-vous en ligne massivement. Et partagez le direct. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Et donnez-moi des étoiles. Hein. Donc, tous ceux qui vont être heureux après avoir fini de regarder ce direct, qu'ils me donnent mes étoiles. Atia. Donc, on va parler de la géostratégie énergétique. La géostratégie énergétique, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Suite à la sanction de Vladimir Poutine sur les Occidentaux. Atia, abonnez-vous, partagez le direct. Parce qu'il y a des choses qui se passent que beaucoup de personnes ignorent. Donc, mettez les étoiles. Si vous me donnez 1000 étoiles, 2000 étoiles, 4000 étoiles, c'est pas mauvais quand même. Excusez-moi, hein, c'est mon enfant qui fait le bruit là. Donc, ne tenez pas compte de ça. Hein? Je vais m'hydrater la gorge. Donc, abonnez-vous massivement. Ah ouais. Sidéric, le visionnaire. Il dit ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Big up à vous, maître Sidéric, depuis votre position. C'est très important. Alors, donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement, à partager le direct et tout. L'incontournable. L'incontournable. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière gouverneur italien. Docteur Monton, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 et plein de royal patrino, Camari des ou la Moudia. Vous pouvez aussi m'appeler Niraka Dan. Hein? C'est très important. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la sanction de Vladimir Poutine contre les Occidentaux. Ah, tiens, je dis Vladimir Poutine vient de sanctionner les Occidentaux. Et quelles sont les conséquences sur le territoire africain? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vois certains commentaires sous d'autres vidéos qui disent mais la guerre qui se passe en Europe là-bas, nous on n'en a rien à foutre. Nous, on est ici en Afrique, on mange la bouffe africaine, on fait tout ce qu'on veut, donc on n'en a rien à foutre. Mais beaucoup ignorent que cette guerre qui se passe en Europe aura des répercussions sur la vie des citoyens africains. Et lorsque je vais démontrer, je vais développer ma vision, je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec ce que je vais vous expliquer. Ah tiens, je vais m'hydrater la gorge et on va rentrer maintenant en profondeur. L'incontournable. Alors, donc Poutine vient de signer un décret. Un décret, c'est quoi? Un décret, c'est une décision du gouvernement sans consulter le peuple. Donc, le président en question, un décret gouvernemental, c'est une décision uniquement que le président prend sans consulter le peuple par voie référendaire pour décider au nom de toute la population qu'il mène tel acte ou tel acte. Est-ce que vous comprenez? Donc, le décret que le président Poutine vient de prendre contre les Européens, ça peut avoir des répercussions sur la vie de ses concitoyens russes, mais aussi ça aura des conséquences sur le reste du monde. Ce décret dit quoi? Aujourd'hui, le 31 mars 2022, le président de la République de la Fédération de Russie, appelé son Excellence M. Vladimir Poutine, a signé un document disant, et je cite, qu'à partir du 1er avril 2022, quiconque fait partie des pays hostiles, qui veut acheter du pétrole russe, devrait acheter ça en roubles. Pas d'achat en roubles, pas de gaz. Pas d'achat en roubles, pas de pétrole. Vous comprenez? Mais d'autres vont dire, mais pourquoi est-ce qu'il est arrivé là? Je vais vous expliquer d'abord et les enjeux mondiaux. Poutine,
lorsqu'ils signaient ces contrats avec les Occidentaux, c'était signé en dollars ou en euros. Parce que vous voyez certains Occidentaux pour dire non, 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 eux ils ne vont pas payer ça en roubles, ils vont continuer à payer ça en dollars ou en euros. Et que les contrats ont été signés en dollars ou en euros. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que c'est suite à leur comportement. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, parce que le bloc occidental menait des actions sur le territoire ukrainien et voulait récupérer l'Ukraine pour combattre la Russie. Donc la Russie les a dévancés en attaquant pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Cela n'a pas plu aux Occidentaux qui avaient leurs grandes entreprises avec des différents laboratoires dans lesquels la Russie a bombardé. Il a détruit leur business qu'ils faisaient sur le territoire ukrainien. Vous savez que la majeure partie des femmes européennes, elles ne font pas enfants, proprement dit. Elles s'en vont en Ukraine pour que des femmes porteuses portent leurs enfants. C'est-à-dire, une femme porteuse, c'est quoi? C'est une femme avec qui tu n'es pas marié, mais toi, tu veux avoir des enfants. Ta femme qui est à la maison, elle dit, elle ne veut pas faire enfant pour ne pas grossir, ou bien pour ne pas déformer ses seins. Donc, elle veut être toujours naturelle, maigre, ou bien ce que vous appelez Skynet. Voilà. Donc, qu'est-ce que les deux font? Monsieur et madame se lèvent pour aller en Ukraine parce que c'est là-bas le fief des enfants. Je ne vais pas les appeler les enfants naturels parce que c'est pas des, non, ils ne sont pas des enfants naturels, ce sont des enfants biotech. Donc ils se lèvent ici en Europe, ils vont en Ukraine. En Ukraine, il y a des femmes qui ont besoin d'argent, des femmes qui n'ont rien, des femmes qui sont là uniquement pour porter des enfants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y a des médecins là-bas parce que c'est le centre où on fait du trafic d'enfants dans le monde, Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont les Occidentaux qui ont transformé ce pays comme ça. Donc, l'époux et l'épouse se déplacent pour aller en Ukraine et demandent aux médecins, ah, nous on veut un enfant, mais on aimerait qu'une femme ukrainienne porte cet enfant. Ils vont dire, bon, pour que la femme puisse porter l'enfant, voici l'argent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On prend une partie des gènes de madame, on prend une partie des gènes de monsieur, c'est-à-dire son sperme, et madame, on prend quelque chose en elle. Et scientifiquement parlant, ils modifient ça. Et ils injectent ça dans le corps de la femme ukrainienne. Et elle, maintenant, l'enfant se développe dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Elle porte la grossesse. Quand la grossesse grandit, et que ça arrive à terme, quand elle finit d'accoucher, alors monsieur et madame qui ont donné de l'argent à cette femme, dont une partie de leur, monsieur le spermatozoïde a été utilisé, madame aussi, certaines choses ont été utilisées, prennent l'enfant pour l'amener chez eux. Donc si ces gens-là habitent en Espagne, en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Pologne, ils prennent leur enfant, ils s'en vont. Donc la femme qui a porté l'enfant là, ce n'est pas son enfant. Elle doit oublier dans sa tête qu'un jour elle avait porté un enfant. Et donc c'était devenu un laboratoire mondial dans ce domaine, l'Ukraine. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais je vous le dis. Peut-être les Africains ne savent pas, mais je vous le dis. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc la Russie a bombardé ces différents endroits. Les Européens, leur business est gâté. Avant même que la guerre ne se déclenche, les femmes européennes qui ont défilé là-bas, chacune partait prendre son enfant. Et les femmes qui étaient presque en train, à terme, c'est-à-dire elles étaient dans leurs 8 mois. Avant la guerre, les parents qui avaient donné, les couples qui avaient donné de l'argent à ces femmes pour pouvoir faire des enfants, pour qu'eux, ils récupèrent ces enfants. Mais ces différents couples sont allés chercher ces femmes-là pour dire, venez chez nous, tu vas accoucher, tu vas donner notre enfant, après tu vas te retourner en Ukraine. Beaucoup sont partis là-bas pour prendre ces gens de femmes-là, pour les amener chez eux
quand les femmes finissent d'accoucher, elles laissent leurs enfants et puis elles se retournent. Parce qu'elles ont été payées pour ça. Donc la Russie a bombardé tout ça. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ça a été bombardé. Et donc, ensuite à ça, les Occidentaux sont rentrés dans une colère pas possible. Si le peuple occidental soutient la politique de l'Occident, c'est par rapport à tout ça. Parce que les intérêts du peuple occidental, ces intérêts-là ont été détruits en Ukraine. Donc, ils ont décidé de confisquer l'argent de la banque centrale russe qui se trouvait dans les banques européennes et américaines. Il y avait 300 milliards de dollars. Est-ce que vous comprenez? Je répète. La banque centrale de la Russie avait ses actifs sur le territoire européen et américain. Pourquoi l'argent de la banque centrale russe s'est retrouvé sur le territoire européen et américain? C'est tout simple. Parce que le pétrole et le gaz qui sont achetés dans la main des Russes, ces deux énergies étaient achetées en dollars et en euros. Et donc, quand la Russie envoie ses marchandises ici, les Européens disent, bon, nous allons vendre ça. Quand c'est fini, après, on va vous donner votre argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et par jour, la Russie vendait son gaz au moins à 700 millions par jour. 700 millions de dollars par jour que l'Europe devrait payer au gouvernement russe. Mais quand la Russie envoie le gaz, l'Europe doit donner les 700 millions par jour. Mais souvent, cet argent n'est pas remis aux Russes automatiquement. Ils disent, bon, quand l'argent va arriver à une certaine somme, on va vous donner ça. Donc, eux, ils gardaient cet argent. Et comme la confiance existait, la Russie ne s'était jamais dit à un instant que l'Occident allait confisquer son argent. Puisque les contrats ont été signés sur la base de la confiance, disant que le dollar est une monnaie fiable, l'euro est une monnaie fiable et les Européens n'ont pas le droit de confisquer ce qui appartient à un autre pays qui se trouve dans leur banque. De plus, une banque centrale, les biens et les avoirs d'une banque centrale, c'est la première fois dans le monde que cela arrive. Donc les Russes se sont dit, ils peuvent nous sanctionner, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'à confisquer les biens de notre banque centrale qui se trouve sur le territoire européen et sur le territoire américain. Parce que cet argent-là appartient aux Russes grâce à l'énergie, au blé et consort que la Russie a vendu à ses Occidentaux. Eux, suite à ces sanctions, ils disent, bon, votre argent que nous on a là, toutes les marchandises que vous nous aviez données, qu'on a payé là, l'argent là, on ne va pas vous donner ça. L'argent là, c'est mort. C'est-à-dire, la Russie leur a fourni beaucoup de gaz, beaucoup de pétrole, beaucoup de charbon, beaucoup de blé et titane, tout ça, plusieurs matières. Que ce soit les matières énergétiques ou autre chose, industrielle, un moteur de fusée, tout ça. Ils prennent ces choses-là et puis ils ne veulent pas donner l'argent des Russes. Ils ont mis ça mort. Poutine dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Comme c'est comme ça, il n'y a plus de confiance entre vous et moi. Parce que la confiance, ça veut dire qu'on pouvait tout faire, mais vous n'aviez pas le droit de bloquer les avoirs de ma banque centrale. Mais au moment où vous vous êtes permis à bloquer les avoirs de ma banque centrale, en ce moment-là, je ne vous fais plus confiance. Parce que qu'est-ce qui prouve que demain, si je continue à faire du business en euros et en dollars avec vous, si mon argent arrive sur votre territoire encore, mes marchandises arrivent là-bas, qu'est-ce qui prouve que vous allez me donner mon argent? Donc, il n'y a plus de garantie. Donc, la confiance du dollar et de l'euro ont été rompues à partir du moment où les Occidentaux se sont pris aux avoirs de la Banque centrale russe. Donc, les Russes ont dit, bon, pour ne plus que la prochaine fois, les Occidentaux et les Américains se permettent de bloquer les avoirs de la Banque russe. À partir de maintenant, à partir du 1er avril 2022, quiconque fait partie des pays hostiles contre les Russes
devrait payer son pétrole, son gaz et du charbon en roubles. Si tu ne veux pas payer ça en roubles, il n'aura plus de gaz. Dans cela, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et les Européens disent non, ce sont des accords, il faut respecter. Ah, mais les accords, pourquoi eux, ils n'ont pas respecté ces accords-là qui disaient qu'on ne peut pas bloquer les avoirs d'une banque centrale qui se trouve sur le territoire d'un autre pays? Parce que ces accords ont été signés sur la base de la confiance. Donc eux, en confisquant les 300 milliards de la banque centrale russe, est-ce qu'il y avait un accord, il y avait le droit qui leur permettait de confisquer cet argent? Non, rien ne leur permettait de confisquer cet argent. Mais ils se sont permis de confisquer ça. C'est-à-dire, ils ont travesti le droit international en agissant ainsi. Donc, ils ont boycotté la confiance qu'il y avait entre eux et les Russes. Non, les Russes, à leur tour, ils disent, bon, dorénavant, nous, on ne veut plus vendre notre pétrole en dollars ou en euros. Eux, ils disent, non, il y a un accord qui exige que ça soit payé en dollars ou en euros. Poutine dit non, si c'est le cas là, si vous ne voulez pas payer ça en roubles, je vous coupe le gaz et le pétrole. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est du vol qu'ils ont commis. Donc, suite à cette sanction que Poutine vient de prendre, ça crée ici. Poutine, il veut utiliser l'énergie pour mettre un embargo sur l'Europe. Non, 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 non. Sous l'Europe, c'est inadmissible. Donc, les Allemands et les Français disent, bon, ils vont arrêter leur importation du gaz russe pour chercher d'autres solutions. Je vais vous dire où est-ce qu'ils veulent trouver cette solution. Ah tiens, je vais m'hydrater la gorge et au fond. Ils disent qu'ils veulent continuer à payer en dollars ou en euros. Que c'est inadmissible. Que si Poutine ne veut pas, eux là, ils vont trouver des solutions. Mais ils vont trouver solution où? D'autres disent non, ils ont assez de réserves pour l'hiver prochain. Mais ce qu'ils oublient, c'est que cette semaine-là, tiens, il y a un vent violent qui arrive. L'hiver n'est pas encore terminé en Europe. Demain même là, demain, il va faire tellement froid que dans leurs réserves, ils vont commencer déjà à puiser dans leurs réserves sur laquelle, ou bien les différentes réserves sur lesquelles ils comptent pour l'hiver prochain. Là, ils vont commencer à puiser là-dedans cette semaine. Poutine n'est pas gaou, il a calculé. C'est-à-dire il aura le truc, hein, l'hiver va continuer. Normalement, l'hiver devait prendre fin. On était déjà dans l'automne. Mais demain, par exemple, l'hiver va continuer, il va neiger. Demain, là, il aura la neige. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la semaine qui vient. Donc, dans leurs réserves, ils vont prendre là-dedans. Et ce qui est pire, c'est que si ils mettent fin à l'exportation ou à l'importation, ils importent au gaz russe et au pétrole russe, ils mettent en difficulté leurs entreprises, leurs sociétés. Donc, leurs sociétés ne seront plus compétitives sur le marché international, puisque là où ils vont aller, parce qu'ils comptent sur le gaz schiste américain, qui est 3 fois plus cher. Or, le gaz russe est moins de 30% moins cher, est moins cher 30% sur le marché international. Donc, la Russie donnait aux Européens un gaz à bas prix, ce qui a permis aux Européens de devenir riches et faire de leurs entreprises des entreprises numéro 1 dans le monde, leur permettre de devenir riches. Mais maintenant qu'ils vont payer les gaz au même prix que les autres pays du monde, ils ne seront plus au premier plan. Donc eux-mêmes, ils vont saboter leurs propres industries. Mais est-ce que tous les Européens sont prêts à payer ce prix? Voilà d'où le problème de l'UE. Parce que d'autres pays vont dire non, nous on ne peut pas accepter. Nous là, on ne peut pas boycotter le gaz russe, on va payer. Le Vatican a déjà commencé à payer en roubles. Est-ce que les autres pays ne vont pas suivre? Parce que eux tous, ils ne vont pas mettre en mal leurs industries au nom d'une décision allemande et française. Si les Allemands et les Français veulent se désindustrialiser, mais qu'ils le fassent. Mais les autres pays ne vont pas accepter cela. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Parce que les gens vont souffrir ici en Europe.
Mais les conséquences sont sur l'Afrique. Parce que la France est agitée. Je dis bien, la France est agitée. On dirait un violeur qui a vu une jeune fille donc qui est bandée. Elle est agitée parce que vous savez ce que les gens disent en Europe. Ils disent que non, en Afrique, il y a beaucoup de gaz et du pétrole. Donc, est-ce que l'Afrique peut compenser le gaz russe et le pétrole russe? Voilà les idées qu'ils ont. Parce qu'ils savent bel et bien en âme et en conscience que les Américains ne peuvent pas remplir ce manque de gaz et du pétrole. Puisque le pétrole qui est produit aux États-Unis, ça ne suffit pas aux Américains. Les Américains, ils importaient leur gaz au moins 8 à 10% du côté russe. Donc, pour que le pétrole puisse suffire aux États-Unis, les Américains payaient aussi le pétrole russe. Donc, ce ne sont pas les Américains qui vont donner du pétrole aux Occidentaux. Sachant bel et bien qu'eux-mêmes, ils ne sont pas autosuffisants en pétrole. Ils s'en vont payer ailleurs. Donc, sur le cas pétrolier, il y a un problème. Puisque c'est la Russie qui livre au moins 30% du pétrole aux Occidentaux. Ça, c'est un premier point. 40% du gaz est livré aux Occidentaux. Les Américains, même cette année ou l'année prochaine, ils ne pourront pas donner les 357 milliards de mètres cubes que la Russie donne chaque année à l'Occident, à bas prix. Non seulement les Américains ne vont pas remplir ce manque, mais le peu que les Américains vont leur donner, ça va leur coûter cher. Ils vont faire ça plus cher parce que pour extraire le gaz de schiste américain, c'est dans des conditions extrêmes. C'est très difficile pour extraire ça parce que ça se trouve en profondeur. Et pour obtenir ça, il y a des roches. Il faut une technologie de haute en qualité, une technologie de pointe pour pouvoir extraire le gaz de schiste. Une fois extrait, il faut transporter ça par bateau. C'est-à-dire, ils vont traverser la mer, l'océan Atlantique, avant de venir en Occident, par bateau. Et ces bateaux vont faire des milliers de jours sur la mer. Et quand ça va arriver, il faut encore retravailler ce gaz dans des usines, sur des plateformes pétrolières. Et donc, du coup, tout ça là, ça a besoin d'argent. Ce qui va faire que le gaz va devenir cher. Et donc, les sociétés qui ont besoin du gaz seront obligées de payer cher pour produire. Or, s'ils payent cher, ce qu'ils vont produire, ils vont faire ça cher. Donc, du coup, les gens ne vont plus s'intéresser à leurs marchandises. Ils vont vouloir payer des marchandises qui sont moins coûteuses. Ce qui va faire sombrer les industries européennes. Est-ce qu'ils sont prêts à payer ce prix? Voyant cela, ils constatent qu'il y a un danger. Donc, ils veulent diversifier leur approvisionnement. Puisqu'ils ont été dans les pays du Golfe, ils n'ont pas pu avoir une garantie disant qu'ils sont prêts à remplacer le gaz et le pétrole russe. Donc, du coup, les Occidentaux se disent, bon, les Africains peuvent remplacer ça. Voici le danger. Voici le danger. Voilà pourquoi, depuis le début de ma vidéo, je vous ai dit que ce qui se passe en Occident ici, entre la Russie et l'OTAN, et la décision que vient de prendre Poutine vis-à-vis de l'Occident, aura des répercussions. Puisque c'est un bras de fer, ils ont besoin du gaz russe, mais devant leur peuple, pour ne pas dire que la Russie a gagné la guerre face à eux, parce qu'eux, ils veulent être toujours au-dessus, ils veulent toujours dire, c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont gagné. Donc, dans leur ego surdimensionné, ils sont obligés de laisser le gaz à bas prix pour aller s'approvisionner ailleurs. Mais ailleurs, là-bas, c'est cher, c'est mou. Donc, le seul endroit où ils vont avoir le gaz et le pétrole gratuitement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, ces Européens, vous allez les voir les jours à venir. Ils vont convoquer des sommets. Union africaine, Union européenne. Ils vont commencer à mettre des pressions. Ils vont commencer à identifier des pions
de la France-Afrique qui vont leur promettre que non, si les Européens les aident à prendre le pouvoir dans leurs différents pays, eux en retour, ils peuvent leur donner le gaz gratuitement. Ou bien ils peuvent leur donner le pétrole, même si les pays africains doivent prendre au moins 2% de leur propre gaz ou 3% de leur propre gaz, ils seront prêts à donner pour que ces Occidentaux les soutiennent pour venir au pouvoir. Dans le cas contraire, ceux qui sont au pouvoir, s'ils voient que leurs pouvoirs sont menacés par leurs différents opposants, ils vont tout de suite dire, bon, on sait qu'il y a problème, hein, le problème gazier et pétrolier dans votre pays, ou bien sur votre continent, bon, on peut renégocier. Auparavant, on avait 5% sur les revenus, mais aujourd'hui, quand vous nous soutenez, on aimerait que vous nous donniez au moins 2%. Donc, on savait dire, sur le baril, c'est un exemple que je prends, si le baril du gaz, je dis gaz, si le baril du pétrole coûtait 100 $, eux, ils vont dire, bon, les Européens n'ont qu'à prendre 98 $, et ces Européens n'ont qu'à donner 2 $ à nos différents pays. Ce qui va faire que, si nous produisons beaucoup de barils, donc chaque baril, les pays africains vont vendre ça à 2 $. Mais avec un tel prix, une telle somme, comment nos gouvernements respectifs puissent arriver, ou bien arriver à s'occuper de leurs concitoyens? Voici le danger. Mais le danger ne se limite pas sur le plan énergétique. Parce que les Européens vont débarquer en Afrique comme des loups affamés à la recherche de gaz, de pétrole et de l'uranium. Et ils vont mettre des pressions sur nos différents gouvernements, sur les différents pays, pour pouvoir avoir ce gaz et ce pétrole à bon prix, à prix bas. Et qui paient? Ce sont les citoyens africains qui perdent plutôt. Ce sont nos gouvernements. Or, si nos gouvernements, nos hommes politiques étaient intelligents, c'était le moment de rendre l'Afrique prospère. Est-ce que vous comprenez? C'était le moment de rendre l'Afrique prospère parce que ces Européens, ils sont coincés, ils sont dans un dilemme, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont besoin de gaz, ils ont besoin d'énergie pour leur peuple. Et donc, si nos gouvernements étaient intelligents, c'est le moment de fixer eux-mêmes le prix de leur gaz ou bien dire que leur gaz va être payé au prix du marché international. Et que si les Européens ne veulent pas de gaz, ils allaient, c'est-à-dire on allait bénéficier de ce privilège. Ils allaient être contraints de payer parce que leur égoïsme ou bien leur suprématie européenne allait les pousser à dire bon, on ne veut pas du gaz russe, on ne veut pas du gaz. Donc ils allaient être forcés. Ils allaient être forcés de payer le gaz africain, le pétrole africain. Mais malheureusement, l'Afrique ne va pas tirer son épingle du jeu. Sinon, le monde, c'est-à-dire, le monde vient d'être bouleversé. L'ancien ordre mondial n'est plus pareil. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où l'Occident ne peut plus dicter tout. Où d'autres puissances ont décidé de ne plus suivre les Occidentaux, que ce soit sur le plan politique, monétaire ou militaire, ne plus être leur lèche-botte. Mais chaque pays décide d'être lui-même ou de choisir son camp. Donc les Africains, s'ils étaient intelligents, s'ils se préoccupaient de leur propre peuple, ils allaient profiter de cette crise qu'il y a entre la Russie et l'OTAN pour se positionner et pour faire valoir la voix de l'Afrique au milieu des différentes nations du monde. Ils ont besoin aussi du blé. Mais comme ils sont gonflés, ils vont dire, non, on ne veut pas. On ne veut pas du blé. On ne veut pas du blé. Vous verrez, les années à venir, les Occidentaux vont imposer ce blé-là aux Africains. Ils vont imposer le maïs, la culture du maïs, du blé aux Africains, de cultiver dorénavant le blé et le maïs, parce qu'eux, ils en ont besoin. Et les Africains vont cultiver ça. Parce que le cacao, c'est eux qui envoyaient ça en Afrique. Auparavant, les Africains ne connaissaient pas le cacao. Le cacao vient de l'Amérique latine. Les Européens avaient besoin du chocolat. Mais comme le cacao ne pouvait pas réussir dans leurs différentes nations européennes, ils ont envoyé ça en Afrique et ils ont demandé aux Africains de cultiver le cacao
planter le cacao. Et c'est dans ça, le cacao a pris de l'ampleur en Afrique. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Le Ghana, je pense, est le deuxième. Le Brésil, le troisième. Et il y a bel et bien d'autres nations. Mais maintenant qu'ils ont besoin du blé, puisqu'ils sont trop zélés, ils vont dire on ne veut pas du blé russe. Parce qu'ils sont déterminés à détruire économiquement la Russie. Donc ils vont régner ce qui leur permet de vivre. Ils vont subir la misère et tout ça. Mais ça va détruire l'Union européenne, puisque d'autres pays vont dire, eux, ils ne veulent pas. Mais d'autres pays vont être ralliés. Ils vont se rallier à la politique de l'oncle Sam, c'est-à-dire l'Amérique, à vouloir coûte que coûte détruire l'industrie. L'industrie alimentaire russe et l'économie russe. Donc ils vont demander aux Africains de planter le blé, de planter le maïs pour pouvoir exporter ça. D'où le discours de Macron. Est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron? Il dit non, il a contacté le président de l'UA pour qu'il puisse mettre une politique alimentaire sur pied. Mais vous pensez qu'une politique alimentaire avec l'Afrique, ça veut dire quoi? C'est de demander aux Africains de produire ce qu'eux, ils n'ont pas. Pour que nous, on produise, nous, on va leur donner, ils vont manger. Et nous, ce qu'on aime manger, quand est-ce qu'on va mettre ça en valeur? Voici le vrai danger. Ce sont les enjeux du moment. L'enfant là veut rester avec moi coûte que coûte. Voilà pourquoi je suis avec un enfant. Sinon, c'est pas... Ne vous inquiétez pas. Donc voilà un peu ce qui se passe, mes frères et sœurs. Voici pourquoi je dis cela aura des répercussions sur le peuple africain. Donc à partir d'aujourd'hui, chaque Africain et chaque Africaine doit comprendre que ce qui se passe en Occident ici, c'est un nouveau monde qui se dessine. Parce que en prenant cette décision, la Russie en prenant cette décision, devient indépendante économiquement parlant. Donc ce n'est plus les Européens qui vont exercer une pression monétaire sur la Russie. Pour dire, puisque la Russie ne va plus dépendre du dollar. La Russie ne va plus dépendre du dollar. Donc les Européens n'auront plus un levier économique puissant sur la Russie pour faire du chantage aux Russes. Est-ce que vous comprenez même? Les Européens, comme en Afrique, ils ont un pouvoir sur nous. Ils nous font chanter. Ils confisquent les biens mal acquis, ceci, cela. Mais à partir d'aujourd'hui, 31 mars 2022, les Européens ne pourront plus avoir cette même pression qu'ils ont envers les autres pays vis-à-vis de la Russie. Puisque la Russie devient indépendante. Et la Russie, à partir d'aujourd'hui, cela va rentrer en vigueur demain, ne veut plus entendre parler du dollar. La Russie veut commercialiser avec le reste du monde à travers sa monnaie ou la monnaie chinoise. Elle ne veut plus utiliser le dollar pour faire son commerce. Et là, ça veut dire, si la Russie a réussi à prendre une telle décision, si la Russie a réussi à mettre une telle politique sur pied, mais d'autres pays peuvent le faire. D'autres pays peuvent le faire. Pour dire, tout pays dans le monde voulant commercialiser, ou bien commercer plutôt avec les Russes, doivent acheter le rouble. Mais imaginons un instant si la Chine aussi prenait une telle décision pour mettre en valeur sa monnaie, le yuan, pour dire, bon, nous sommes des Chinois. Non, le reste du monde, si vous voulez faire du business avec les Chinois, nous la Chine, on ne veut plus de dollars. Dans notre pays, on ne veut plus d'euros dans notre pays. On veut uniquement le yuan et le rouble. Donc lui qui veut faire ses achats en yuan ou en rouble, il est le bienvenu. Lui qui ne veut pas, il n'a qu'à aller dégager. Vous imaginez, mais les Chinois, ils sont implantés en Afrique.
Les Africains ne peuvent pas demander aux Chinois de dégager au profit des Occidentaux, au détriment des intérêts des Africains, qui ont des boîtes, des entreprises en Afrique. Les Africains seront obligés de commercer avec la Chine via le yuan, ce qui va provoquer la dédollarisation. Excusez-moi le mot. Dédollariser, voilà, la dédollarisation. Excusez-moi le mot, ça me bloque à la gorge. La dédollarisation. Donc, quand ça va provoquer la dédollarisation, mais les Européens n'auront plus de levier. Ce que Poutine vient de prendre comme décision, c'est une guerre qui vient de déclarer au dollar. C'est une guerre qui vient de déclarer au dollar. D'où le refus des Européens de payer le pétrole et le gaz russe en roubles. Parce qu'ils voient que si eux-mêmes ils commencent à payer ça en roubles, c'est comme s'ils combattaient le dollar et l'euro au profit des Russes. Et donc, c'est qui va devenir une monnaie internationale. Donc, eux, ils disent non, ils refusent de soutenir le rouble. Ils refusent de crédibiliser le rouble vis-à-vis du monde entier. Ils ne veulent pas. Mais s'ils ne veulent pas, il y a d'autres pays qui sont prêts à payer le rouble. Et le rouble a commencé à être acheté sur le marché international. Donc, les Européens, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, ils vont céder. Parce qu'il ne s'agit pas de pétrole et de gaz seulement. Pour le moment, la Russie n'a pas encore élargi la liste. Mais il y a un député de la Douma, c'est-à-dire le Parlement russe, qui a demandé à Poutine d'élargir la liste. C'est-à-dire, en dehors du pétrole, du gaz et du charbon, la Russie n'a qu'à mettre sur la table. Quiconque veut coopérer avec la Russie dans le domaine spatial doit utiliser le rouble. Quiconque veut acheter des moteurs de fusée ou d'avion doit acheter ça en rouble. Quiconque veut des matières premières, parce que la Belgique traite avec la Russie en matière de trucs de diamants. Les Belges, ils achètent leurs diamants. Et c'est ce diamant-là qui fait vivre Anvers, Antwerpen, c'est-à-dire la main jetée. Donc, la ville d'Anvers, cette ville est reconnue pour son diamant. Et les Russes donnaient aux Belges le diamant russe à bas prix. Ce que les Belges ne peuvent pas gagner dans les autres pays à prix bas, si ce n'est que du diamant volé, oui. Mais les autres pays qui ont leur diamant là, ils ne peuvent pas donner ça à bas prix aux Belges. Or, les Russes donnaient ça à un prix bas. Ce qui fait que le diamant en Belgique, précisément en Anvers, est moins coûteux que le diamant que vous trouverez dans les autres pays du monde. Donc les Saoudiens eux-mêmes, ils viennent, les Émiratis, ils viennent en Belgique pour acheter des chaînes en diamant, en or. Donc c'est la Russie qui leur donne. Donc la Russie, bientôt, ils ont sanctionné, hein, mais la Belgique n'a pas sanctionné côté diamant là. Parce que les Belges veulent faire leur business. Mais s'ils sanctionnent, c'est fini. Anvers ne va plus être la première ville diamantaire du monde. Les Russes vont dire, bon, écoutez, notre diamant, on va donner ça aux Chinois. Et ce sont les Chinois maintenant qui vont produire un grand nombre de diamants mondiaux. Donc les Belges ne veulent pas couper. Donc imaginons, puisque les Russes veulent élargir l'échange monétaire en roubles dans tous les domaines. Donc si les Russes disent aux Belges, dorénavant, si vous voulez acheter de l'or, du diamant, et je n'en sais quoi, vous payez ça en roubles. Pas de roubles, pas de diamants. Ah tiens, ils ne vont pas détruire leur économie à cause de leur truc égoïsme. Ou bien ils sont alliés aux États-Unis, ils vont détruire leurs propres industries qui leur permettent de manger pour faire plaisir à l'oncle Sam. Ah tiens, à un moment donné, il y a des limites en toutes choses. Oui, le diamant du Congo. Il y a le diamant du Congo. C'est ça que je dis. Qu'ils sont premier pays producteur de diamants. La Russie leur donne le diamant à bas prix. Mais le diamant des autres pays, ils volent ça. Est-ce que j'ai été clair, explicite dans mes propos? Je n'ai pas dit qu'ils ne volent pas du diamant. Ils ne prennent pas de diamant en Afrique. Mais en matière de diamants, la Russie produit beaucoup de diamants au monde. Que n'importe quel pays au monde. Renseignez-vous et vous le saurez. Voilà.
Donc la plupart du marché du diamant belge, ils coopèrent avec les Russes pour avoir beaucoup de diamants. Ce n'est pas le diamant du Congo seulement qui permet à la Belgique, puisque le diamant du Congo, là, les différents pays européens, ils avons volé le diamant du Congo. Ce n'est pas la Belgique seulement. Mais qu'est-ce qui fait que la Belgique est le premier pays producteur de diamants au monde? Mais c'est à cause du diamant qu'ils volent au Congo. Et le diamant que les Russes leur donnent à un très bas prix. Et ils prennent tout le diamant russe, ils viennent en revendre ça ici en Europe. Et ça permet à Anvers et son port d'être une ville riche. Je vous le dis, la ville d'Anvers est l'une des villes les plus riches en Europe ici. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Donc voilà un peu. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. Donc ils vont élargir la liste. Titane, il y a cette matière qu'on appelle la titane. C'est la Russie qui fabrique au moins 60%. Et sans titane, pas d'avion. Donc les Européens écrivent. Mais quand la Russie va dire, bon, mon titane, si vous voulez, vous payez en roubles. Si vous ne voulez pas, foutez-moi le cas. Je donne ça aux Chinois, je donne ça aux Indiens, je donne ça aux Turcs qui veulent fabriquer leurs drones, leurs avions. Je leur donne. Vous, Européens, je m'en bats. Je n'en ai rien à foutre avec vous. Mais leurs industries de l'aviation vont chuter, ça va tomber. Les Américains, même eux-mêmes, ils ont besoin de ça. L'uranium enrichi, la Russie produit l'uranium enrichi. C'est la Russie qui vend aux Américains pour alimenter leur centrale nucléaire. Donc, si la Russie dit, bon, je ne vous donne plus d'uranium enrichi, si vous ne voulez pas payer ça en roubles, foutez-moi le camp. Donc, voici le danger. Donc, que l'Amérique veuille ou pas, d'une manière ou d'une autre, l'Amérique sera obligée de soutenir le rouble pour avoir sa maîtrise, sa domination mondiale. Parce que dès lors que l'Amérique refusera de payer en rouble, cela va avoir des conséquences sur les Américains. Parce qu'il y a d'autres industries qui vont fermer. Puisqu'il y a certaines matières que les Américains n'en ont pas. Les terres rares ou certaines technologies aiguës, ils n'ont pas ça. Ils ont besoin des Russes, des Chinois ou des Coréens. Mais si la Russie, ces matières rares, ces terres rares que la Russie a, que la Chine n'a pas, ces terres rares que la Russie donne aux Américains, si la Russie dit bon, je ne vous donne plus, mais ils seront bloqués dans certaines technologies. Et je ne vois pas les Américains se priver de ces terres rares pour regarder la Chine émerger. Ils seront obligés de faire des concessions pour dire bon, écoutez, on va payer en roubles, mais ne dites pas ça aux gens. C'est des gens, ils sont hypocrites. Ils vont faire le business en roubles, mais ils vont dire, il ne faut pas, ça va être dévoilé. Ils vont dire, on fait notre business, mais il faudrait que personne ne le sache. Ça soit en cachette. Et les Américains vont décider de payer des roubles avec la Russie pour faire du business sans que le monde ne le sache. Mais c'est comme ça que ça se passe. Au grand jour, ils vont dire, oh, les sanctions sont sur place. Je tiens à vous rappeler que l'Amérique a levé une partie des sanctions. Hier, ils ont levé une partie des sanctions dans le domaine agricole. C'est-à-dire les Américains ont besoin d'engrais parce que eux, ils sèment le blé là-bas chez eux. C'est des producteurs de blé. Le Canada, les Américains et tout. Mais pour produire le blé, la terre n'est pas si riche que ça. Il faut de l'engrais pour alimenter la terre. Et l'engrais, la Russie produit encore là 60% d'engrais mondial devant tout le monde. Donc les Américains ont besoin de l'engrais russe pour planter, pour cultiver. Donc l'embargo empêchait la Russie d'envoyer de l'engrais. Les Américains ont levé cette partie de l'embargo parce qu'ils veulent de l'engrais. Donc ils ont demandé aux Russes que non, côté engrais là, ce n'est pas dans les embargos et qu'eux ils veulent toujours traiter avec les Russes en matière agricole pour pouvoir avoir de l'engrais venant de la Russie pour permettre aux planteurs, aux cultivateurs américains de poursuivre leur travail. Donc vous comprenez, c'est une question de suivi. Donc s'ils se privaient de cet engrais, mais les citoyens américains, à un moment donné, ils allaient mourir de faim.
Parce que leurs récoltes ne vont pas donner, n'allaient pas donner. Hein? Ce qu'ils voulaient. Ils n'allaient pas produire assez de blé et d'autres choses. Donc, pour produire ça, ils ont besoin de l'engrais. Et c'est la Russie qui a ça. Donc, ils étaient obligés de faire des concessions pour dire, bon, écoutez, on vous a sanctionné, mais côté engrais là, non. Et côté spatial, ils tapent, mais ils continuent de coopérer dans le domaine spatial. L'Amérique est forte dans le domaine spatial. Mais ce n'est pas dans tout. La Russie apporte aussi son savoir-faire là-dedans. Donc, les Américains ont besoin aussi des Russes dans le domaine spatial. Puisque les fusées que les Américains prennent pour aller dans l'espace, ce sont des moteurs. Ces moteurs-là sont produits en Russie. Ces moteurs sont produits en Russie. Et donc, les Américains ont besoin de ça, ils ne vont pas se priver de ça. Puisqu'ils sont en concurrence direct avec les Chinois. Les Chinois vont avoir ces moteurs, ils vont dépasser les Américains, ils ne sont pas prêts. Donc, ce que les gens ils font, ce sont les Occidentaux qui sont les dédons de la face. Les Américains, ils se sont toujours comportés comme ça. Ils mettent un embargo, ils empêchent les autres de coopérer. Et eux, ils passent par derrière, ils lèvent certains embargos et puis ils coopèrent. C'est une manière, c'est une stratégie des Américains de dominer. Quand ils voient que tu es son concurrent direct, dans certains domaines, ils mettent l'embargo sur l'autre avec qui tu coopères. Là, ça t'empêche de le concurrencer. Et lui, il passe derrière, il dit, écoute, c'est levé entre nous, on peut coopérer, mais il ne faut pas coopérer les autres. Et puis c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc les Africains devraient tirer leur épingle de jeu. Faut pas, ils vont rester là parce que le monde a changé. Le monde d'avant n'est plus le même monde. Aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs monnaies sur le marché. On ne peut plus nous faire le chantage du dollar. Il y a le rouble et le yuan qui défient maintenant le dollar sur le marché international pour l'achat. Donc, beaucoup de pays acceptent maintenant le rouble. Est-ce que vous comprenez? Donc, les pays qui vont commercer avec la Russie dans le rouble, c'est que ces pays sont prêts aussi à accepter le rouble dans leur banque. Puisqu'ils achètent le rouble. Donc, si les pays africains ont du rouble, ces pays africains peuvent faire du business avec ces pays qui vont acheter le rouble dans la main des Russes. Donc, c'est clair. Ce qui veut dire que le rouble devient une grande monnaie internationale. C'est tout simple. Il n'y a pas de débat. Si on se laisse, c'était l'incontournable guerre, il a compris. Vive la vérité et vive l'Afrique entière. Ciao.